Salut à tous, bienvenue dans le Processus Talk, épisode 10. Et aujourd'hui, on va vous parler de l'entraînement. L'entraînement, c'est quoi? L'entraînement, c'est une expérience. Donc ça va être un sujet un peu plus philosophique, ça sera un peu moins cadré. On va pas vous mentir, on n'a pas préparé le podcast. On va voir où est-ce que ça nous emmène. Et ça va être assez différent de d'habitude. On espère que ça vous plaira. Et on attend vos retours avec impatience. Vos deux podcasteurs préférés qui sont en roue libre. Et surtout que vous n'êtes pas forcément au courant, mais nous on aimerait bien avoir des intervenants sur le podcast. Et ces derniers temps, pas mal de choses ont bougé sur le Processus Talk. Vous en saurez plus dans le temps qu'il faudra. Voilà. On risque d'avoir nos premiers intervenants. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. C'est ça. L'entraînement est une expérience. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Nathan? Forcément, c'est moi qui ai lancé cette phrase un peu sur mes réseaux, tout ça. Et en fait, ça tombe bien parce qu'en ce moment, du coup, Gianni et moi, on est en train de collaborer pour… en fait, on est en train de développer notre testing articulaire en s'inspirant de ce que d'autres font, de ce qu'on a pu voir dans des formations et puis de nos retours d'expérience. Et en fait, c'est marrant, si vous regardez sur nos réseaux, vous le verrez sûrement passer en story, mais en gros, on est dans mon salon, sur l'ordi, on réfléchit, on discute, on note. Et puis derrière nous, il y a la table de massage. Et puis on dit, comment on teste ça? Et puis du coup, on s'installe. Et puis en fait, on se manipule dans tous les sens. On teste les amplitudes actives, passives, bref. Et vous allez dire, quel est le lien avec l'entraînement? C'est que notre idée derrière la création de ce testing, c'est derrière de cibler des objectifs d'entraînement. Parce que du coup, on met quand même la mobilité, l'articulaire, au cœur de ce qu'on programme, Gianni et moi. Et donc en fait, ça part de là. Ça part de là. On est déjà en train de faire cette expérience dans la création de ce testing. Et en fait, il n'y a pas de… Là où je veux en venir, c'est qu'il n'y a pas de vérité dans l'entraînement. Et c'est qu'on teste des choses et si ça se trouve, dans une semaine, dans 2 heures, dans un mois, dans un an, on va dire ok, en fait tout ça pue du cul. Il faut tout changer. C'est nul et il faut tout rechanger, il faut tout repenser. Et ça du coup c'est valable pour notre testing. Mais en fait c'est aussi valable dans n'importe quoi. Quand tu fais un plan d'entraînement, quand tu fais un exercice, ça se trouve que tel exercice il a marché pour toi. Il a marché pendant une certaine période, mais aujourd'hui ça ne fonctionne plus, tu vois. Ou même une méthode. Mais moi aussi, pour revenir sur le testing, ce que je trouve intéressant, c'est que chaque testing, en fait, il n'y a pas de testing universel. Et si on rentre un peu plus dans les détails du testing articulaire sur lequel on collabore, on l'a vraiment poussé très très loin. Il faut dire ce qu'il y a, on a fait le testing le plus complet qu'on puisse faire à ce jour, nous. En tout cas, on fait de notre mieux pour le pousser le plus loin possible. Voilà, pour avoir un max d'informations. Et en fait, c'est là où l'expérience… Pas l'expérience dans le sens jeu vidéo, plus t'as d'expérience, plus t'es fort, tu vois, mais… T'as d'XP. Ouais, mais l'expérience, le fait de pratiquer, d'apprendre, accumuler de l'expérience, voilà, ça nous permettra d'ajuster ce testing par rapport à l'athlète qu'on a en face de nous, en fonction du sport qu'il pratique, en fonction de si on le connaît plus ou moins bien et des problématiques qu'il a pu déjà rencontrer. Et c'est là où il n'y a pas de testing universel. Moi, je sais que par exemple, dans mes testings de sport un peu plus d'endurance, au final, pour moi, il y a même des séances qui peuvent être des tests. On en a déjà parlé dans un précédent podcast. Je voulais rebondir sur ça après, tu vois. Et justement, moi, je trouve qu'un testing, c'est bien, mais il faut savoir l'adapter. Et si tu n'es pas capable de te dire, ce testing, si je le fais tout le temps de la même manière pour tout le monde, peu importe les échéances, peu importe la personne, au final, il n'a pas trop de signification. Il faut réussir à l'adapter, à se dire, ok, par rapport à cette problématique, qu'est-ce que je vais faire? Et du coup, pour en revenir moi sur les sports outdoor, une séance peut être un test, mais un test peut être modifié aussi en fonction de l'échéance de la personne. Tout peut être un test. Tout peut être un test, et aussi, c'est qu'un même test, par exemple, nous, on a le paramètre un peu de durabilité et résistance à la fatigue. Mais ce même test, tu peux le faire très très frais. Ok, tu mets toutes les chances de ton côté pour réussir le test le plus fort possible. Et tu peux aussi faire ce même test avec 1 heure de pré-fatigue. Genre, je me dis typiquement avec quelqu'un qui fait du trail, tu le fais frais. Et quelqu'un par exemple qui fait de l'Irox. Voilà, tu le fais sous fatigue avec de la muscu par exemple. Ça pourrait faire sens de le faire. Et pareil, si on repart sur le trail, tu fais un mec qui fait du trail court de 10-20 bornes, tu peux le faire frais.
Comme ça, tu sais que le gars, de toute façon, tous ses trails vont être à haute intensité. Mais un mec qui fait des trails de 80, 90 bornes, bah peut-être de lui faire sous fatigue, c'est un peu plus cohérent. Parce que Ouais. quel serait le but de faire des entraînements réellement à bloc avec ses capacités alors qu'il va tout le temps travailler sous fatigue? Ouais, c'est vrai. Tu vois, donc voilà. Ça veut pas le dire testing qu'après, est une expérience. Ça veut pas dire qu'après tu vas jamais faire de travail en étant frais ou jamais sous Voilà. fatigue. Mais voilà, il y a des périodes où tu vas être loin de ce qui est spécifique et des périodes où tu vas être quand même dans le spécifique. Ça, on en a bien parlé dans le De- podcast sur ouais. la spécificité. Juste pour ceux qui ne connaissent pas, l'Irox, en gros, c'est un peu une Ah oui. nouvelle, c'est un peu une nouvelle discipline, j'ai envie de dire typée CrossFit, mais c'est pas du CrossFit. En gros, tu as un exercice à faire avec un certain nombre de répétitions, une certaine charge. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et entre chaque exercice, tu dois courir 1 km. Et donc, tu as 8 exercices à faire, donc 8 km à courir. Et l'idée, c'est que c'est une course, donc il faut faire le time le plus vite possible. Voilà, il faut le faire le Finir plus vite possible. ouais. Pour en revenir du coup sur l'expérience, l'idée c'était, pour en revenir au bilan articulaire, à notre testing, c'est qu'on a des connaissances théoriques. Je pense qu'on en a beaucoup en vrai. Bon, déjà, juste d'un point de vue anatomie, biomécanique, Ouais, il faut réussir à faire le mélange entre tout Mm. et trouver de la cohérence. Mais des fois, ce qui est cohérent d'un point de vue théorique ne l'est pas d'un point de vue pratique. Ouais. Et c'est là où on a besoin de cette expérience. Et en fait, l'expérience nous permet de faire des choix. Parce que ce qu'on fait à travers ce testing, et en fait ce qu'on fait dans l'entraînement en manière générale, c'est faire des choix et on essaye de standardiser les choses. Parce que le fait d'avoir des standards te permet après de faire de la comparaison et te permet de voir si tu progresses pas. Et le problème, c'est que dès que tu viens standardiser quelque chose, forcément, il y a des biais, forcément, c'est quelque chose qui n'est pas parfait. Et on essaye de faire les choix les plus judicieux possibles. mais tout en ayant conscience de cette standardisation qui est pas forcément, qui est biaisée en fait. Et c'est pour ça que, ouais, exactement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre testing, notre entraînement, il est comme il est. Mais ça se trouve qu'avec l'expérience qu'on va mener sur nous, qu'on va mener sur d'autres, on va modifier la chose. Bah, c'est l'évolution en fait, normal. Moi, je te propose qu'on donne, là on parle toujours de notre testing pour être plus dans le concret, dans l'entraînement. Ouais. Moi, je te propose qu'on donne un exemple de ce qu'on essaye en ce moment. Moi, par exemple, j'ai toujours pour projet de réussir… Sur l'entraînement ? Ouais. Ouais. J'ai toujours pour projet de réussir la traction à un bras, ok, c'est un skill que je veux avoir comme ça pour pouvoir flex en soirée. Non, je rigole. Et en fait, en plus je sors pas. Mais du coup, j'ai beaucoup travaillé la traction à un bras, j'ai beaucoup travaillé l'amplitude partielle en gros, donc je partais du milieu du mouvement et j'essayais de me tirer jusqu'en haut. Et puis là, en ce moment, j'ai complètement arrêté de travailler à un bras. Vous allez me dire, quelle connerie, tu vois. Mais peut-être pas, parce qu'il y a des éléments, je pense, dans mon raisonnement qui me disent que même en travaillant à 2 bras, je vais progresser à un bras. Et genre là, mon format en ce moment, c'est un EMOM de 8 minutes où je fais une répétition, donc une répétition lestée à 52 kg. Et je pense 52 kg, je pense que c'est peut-être bien 90% de mon max. Peut-être même un peu plus. Il y a passé un moment, c'était dur. Hein. 52, tu m'avais montré les vidéos. Ouais, tu pouvais pas enchaîner un EMOM. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était une 1RM à 52 kg. Là, je dirais, il y a un mois et demi, c'était une 3RM à 52,5 j'ai fait. Donc en prise pronation. Et là, la façon dont je travaille en ce moment, c'est en chin-up, donc en traction supination, donc la paume de main vers moi. Parce que du coup, ce que ça implique, c'est que j'ai les coudes qui sont plus en avant. Donc j'ai en fait, je suis obligé de tirer avec mon dos, mais aussi avec mes pecs, parce que je suis obligé de serrer le bras contre moi. Et l'idée, c'est que quand tu fais une traction à un bras, tu as aussi ce même recrutement du pec, même encore plus important, parce que ton buste vient encore plus se tourner et se fermer par rapport à ton bras. En gros, tu essayes de cibler un peu les lignes de tissu. Ouais, en fait, c'est ça. Et donc là, j'essaye de rajouter quand même pas mal de volume. Sur du lourd. Sur du lourd, avec 90%
c'est une estimation en vrai, parce que je connais pas mon max. Mais je dirais que c'est 90% de mon Bah, max. si tu arrives à sortir un EMOM 8 minutes avec une rep par minute, ça doit être un bon 90%, quoi. Voire peut-être un peu plus. Et en vrai, pour le moment, je dirais que sur les 8 minutes, les 6 minutes, elles sont ouais. validées. Et la 7 et 8, elles sont limites. Je pense elles sont pas très valides. Ouais. Mais voilà. Ça, c'est un exemple d'expérience du coup. Bah oui, bah justement, c'est le meilleur exemple que tu aurais pu leur donner. Parce que moi aussi, je travaille ma strict pull-up à un bras. Parce qu'en réalité, on s'est un peu tous motivés là-dedans. Ouais. Avec Arthur et tout. Et c'est là que le mot expérience prend tout son sens. C'est-à-dire qu'on aurait pu juste faire un programme, one arm pull-up, et on fait tous le même. Ouais. La débilité, genre. Bah, en vrai, pas forcément. C'est pas débile, mais ça nous emmène vers quelque chose. Mais du coup, on aurait eu, entre guillemets, pas exactement la même, mais on aurait eu la même expérience. Mais j'ai une idée de quoi sur quoi on va déborder derrière. Ok, mais juste laisse-moi finir sur la one arm pull-up parce que c'est là où le mot expérience prend vraiment tout son sens parce qu'on a tous les deux le même objectif et on fait absolument pas la même chose. Toi, tu as une vision, moi j'ai une vision et je pense qu'il faut revenir à la base, c'est le testing. En fait, c'est que on se connaît très bien l'un et l'autre et pour s'entraîner, il faut évaluer. Ouais. Et donc toi, tu t'es évalué pas forcément pour la one arm pull-up parce que tu te connais déjà, donc vu que ton entraînement est un peu une évaluation, tu te connais, et moi pareil. Ouais. Et du coup, on bosse pas forcément sur les mêmes choses. Tu vois, toi, tu es déjà dans le process qui est assez loin, assez avancé, en mode j'essaye de cibler les lignes de tissu, je continue à augmenter ma force max, j'essaye de travailler sur de la fin d'amplitude, là où je suis mauvais, et du spécifique unilatéral au départ. Ouais. Alors que moi, je suis totalement très loin de ça. Pourquoi ? Parce que mon niveau est un peu moins élevé. Que faut dire ce qui est, je le travaille un peu moins souvent que toi quand même. Toi, tu le fais combien ? 2-3 fois dans la semaine ? Là, en ce moment, je dirais que c'est 2 fois. Ouais, là, voilà. Là, en vrai, je pense que si je voulais la one arm là maintenant, faut se faire 3 fois. Je m'y mets sur les 3 prochains mois et dans 3 mois, je l'ai. Ouais, mais j'avoue que je ne suis pas forcément pressé de l'avoir. Je sais que je veux l'avoir. Et du coup, j'avoue, je prends mon temps. Ouais, voilà. Et bah moi, c'est pareil. Je sais que c'est pas mon objectif cible avec tous les sports que je fais autres que le renfo ou la muscu tout court. Mais c'est juste que moi, je le travaille une fois par semaine réellement et une deuxième fois, je vais grimper. Ouais. Voilà, donc tu vois, c'est beaucoup moins optimal, on va dire. Faut dire ce qui est. Je sais très bien que ça me prendra beaucoup de temps. Et du coup, moi, ma vision, c'était vraiment, de toute façon, t'as beau travailler tout ce que tu veux en spécifique, en un bras, en unilatéral, enfin voilà. Ce qu'il faut que j'améliore, c'est ma masse musculaire et ma force maximale. Ouais, en fait c'est les prérequis. C'est les prérequis. C'est que toi, on va dire, tu les as déjà un petit peu, donc tu peux déjà commencer à aller tâter le terrain sur quelque chose de beaucoup plus compliqué et spécifique, alors que moi, je les ai pas du tout. Et là, vous avez 2 visions différentes de l'entraînement, 2 expériences différentes, avec 2 personnes aussi qui ont une théorie, un bagage théorique qui n'est pas le même. Et d'expérience. Et une expérience qui n'est pas le même. Ouais, donc c'est là que c'est intéressant. C'est que et ça se trouve, on aura les résultats au même moment, si ça se trouve. Et tu vois, on pourrait très bien faire un programme que chacun suit. Et tu sais, c'est cette idée de faire un programme général, mais semi-personnalisé, dans le sens où en fait, tu l'adaptes en fonction de tes capacités. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Par exemple, tu ne travailles pas avec un pourcentage de charge, mais tu travailles avec un RPE, quelque chose comme ça. Ça, quelque part, c'est du semi-personnalisé. Ouais. On fait la même chose, mais on travaille avec avec le même ressenti, mais in fine, le travail est différent. On fait 12 reps sur du tirage, toi tu prends 50 kg, moi j'en prends 35. Voilà. Et pourtant on a le même RPE, même ressenti d'effort. Et quelque part, c'est déjà une forme de personnalisation de l'entraînement, en vrai, quand tu y penses. Et pour en revenir au fait qu'on n'est pas les mêmes niveaux, du coup, toi, tu n'as peut-être pas les mêmes prérequis que moi pour faire le travail que je fais actuellement. Et au final, c'est le prérequis avant tout ça, c'est est-ce que tu es capable d'avoir le bras au-dessus de la tête sans avoir de douleur à l'épaule, tu vois. Et d'où notre création d'un testing articulaire. En fait, quand on parle de prérequis, c'est pas que les prérequis physiques. Enfin, physique, oui, mais pas athlétique. C'est vraiment, on parle de articulaire, on parle de tes prérequis déjà de quel sport tu as pratiqué auparavant, parce que ça peut donner pas mal d'informations. On parle des prérequis articulaires, donc ça je l'ai déjà dit, mais aussi bien en termes de souplesse qu'en termes de mobilité, qu'est-ce que tu es capable de toi
comment toi tu es capable de bouger dans l'espace. Ouais, bien sûr. Et aussi en termes de force maximale, quoi. Hypertrophie et force maximale. Ouais. Et aussi, si on va aller vraiment plus loin, taux de développement de la force. Enfin, voilà, essayer de se connaître soi-même pour voir où est-ce que tu dois travailler. Parce que tu as une expérience qui n'est pas la même que la nôtre. Nathan n'a pas la même expérience que moi, j'ai pas la même expérience que lui. Et du coup, on n'ira pas forcément sur le même travail pour le même objectif. Ouais, c'est ça. Le point où je voulais aller ensuite, c'est le fait comment dire, de maximiser tes chances de résultat. Parce qu'au final, notre objectif à nous, en tant que coach, préparateur physique, accompagnateur, appelle ça comme tu veux, c'est de maximiser les chances de résultat des personnes qu'on accompagne. Et en fait, c'est dans ce sens-là où l'entraînement est une expérience, parce que ce qu'on fait, il faut être honnête, on n'est jamais sûr que ça va marcher. Mais au même titre que si tu vas chez le médecin, tu n'es jamais sûr que son diagnostic sera le bon, tu n'es jamais sûr que le médicament qu'il te donne va marcher. Si tu vas voir un chirurgien qui t'opère, tu n'es jamais sûr que son opération elle soit successful, elle soit réussite. Voilà. Quel est le résultat escompté? Il y a toujours une part d'incertitude, et c'est pour ça que l'entraînement est une expérience, la vie est une expérience, tu vois, j'ai envie de dire. Et donc nous, en standardisant les choses, en testant, on permet de réduire cette part d'incertitude en fait. Et j'ai même envie d'aller plus loin que sur le diagnostic, l'évaluation et tout, ou l'entraînement lui-même. J'ai même envie de dire que les résultats, ils sont même pas sûrs, dans un sens où il y a un kiné qui en parle super bien sur les réseaux, c'est Michael Clément. Quand il parle il a déjà traité des patients, où il dit moi j'ai traité sa lombalgie, j'ai mis ça en place et je ne suis à aucun moment sûr que ce soit mon traitement qui ait fonctionné. Tu vois, et il n'a pas peur de le dire, c'est la vérité. Alors au bout d'un moment, il faut quand même essayer d'être un petit peu objectif, on met des choses en place pour avancer dans le sens de notre objectif. Voilà, exactement. Donc il faut essayer aussi il ne faut pas devenir parano, il faut essayer de se satisfaire et de trouver des conclusions du travail qui a été effectué. J'ai mis ça en place, j'ai mis cette méthode, j'ai mis ce fonctionnement, cet écosystème, j'ai vu que ça a donné tel résultat, enfin j'estime que ça a donné tel résultat parce qu'on n'est pas du tout sûr que ça vienne de ça. Si on prend l'exemple de la réhabilitation par exemple, les douleurs sont multifactorielles et du coup ça se trouve que toi tu mets en place un traitement pour la personne sur de la rehab, t'augmentes sa fonction articulaire, t'augmentes sa force, les douleurs diminuent et tout, mais qui sait, en fait, ça se trouve, elle dort juste beaucoup plus que d'habitude, ça se trouve qu'elle est beaucoup moins stressée que d'habitude et que tout se passe au mieux dans sa vie et du coup, les douleurs diminuent. Mais en fait, vu que c'est multifactoriel au niveau de la douleur, l'évolution aussi est multifactorielle. Puis ça crée des relations en cascade, tu vois. Ouais, totalement. C'est que j'ai plus de douleur, donc ça s'améliore, donc ça s'améliore, donc au final j'ai de meilleurs résultats. Donc c'est vrai que tu peux pas. En fait, c'est pour ça que pour moi, l'accompagnateur, kiné, préparateur physique, coach, ce que tu veux, au final, il a le rôle d'accompagner. Et que celui qui est responsable de ce qui se passe, ça reste celui qui fait les choses. C'est toi en fait. Ouais, c'est toi qui t'entraînes, c'est toi qui. Enfin, c'est ça. C'est toi qui es responsable de cette progression. Et ton succès, tu vois, c'est pas le succès de ton coach. Il t'a guidé. Il t'a guidé, c'est tout en fait. Il t'a guidé. En fait, l'entraînement est une expérience pour soi, mais nous, en tant que préparateur physique, l'entraînement est une expérience pour vous. Dans un sens où ce que je programme, je l'expérimente sur toi. On va dire ça comme ça. C'est pour ça que je sais pas si tu as vu passer la story dont je vais parler, mais qu'en gros, tu as beau avoir toute la pratique que tu veux, si tu n'as pas la théorie, mais que tu as été champion du monde de quelque chose, tu vois de quoi je parle. Voilà. Si tu as été champion du monde de quelque chose, donc que tu as toute la pratique en toi, et que tu prends les méthodes que tu as fait, et que tu les fais copier-coller sur tes athlètes, ça va pas forcément fonctionner. Parce que pas tout le monde a la même réponse à une méthode spécifique. Tu peux donner l'exemple de la story, c'était une question du bodybuilding. Du bodybuilding, c'est pas parce que même de la force. C'est pas parce que, il me semble que l'exemple qu'il donnait, c'est pas parce que tu es bodybuilder que tu as été Mister Olympia, parce que tu t'entraînais de telle façon que si tu entraînes
maintenant tout est coaché de cette façon-là, Ça va fonctionner. ils vont être Mister Olympia. Olympia. Pardon. Ouais. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, pas mal de paramètres que tu contrôles pas d'ailleurs, genre tout ce qui est anatomie, morphologie, bref, tout Oui. ça, physio. Et puis même quand tu donnes un programme, il y a le programme, mais il y a tout ce qui va autour, la vie de la personne, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Donc, si juste tu répliques ce que toi, tu as fait, ben, il y a de grandes chances que ça ne marche pas. Ouais. Et pour autant, la place de l'expérience, pour moi, elle reste essentielle. Essentiel. Il faut pas que la personne qui t'accompagne soit juste un théoricien, mais il ne faut pas non plus que ce soit juste un pratiquant, tu vois. Bah là, en fait, on sait ce qu'on tourne autour depuis tout à l'heure, mais il faut allier il faut allier théorie et pratique. Et au final, le meilleur accompagnateur, c'est celui qui va trouver la meilleure potion magique entre expérience et théorie. Et mettre en jeu le client que tu as en face de toi, l'athlète que tu as en face de toi. C'est ça, pour avoir la potion la plus adaptée à la personne que tu as en face de toi et à son contexte. Et ce qui est adapté à un moment ne le sera sûrement pas à un autre. C'est même pas sûrement, c'est sûr. Donc il faut tout adapter. Et puis pour nous, du coup, si toi, tu as l'habitude de te faire coacher, par exemple, mets-toi juste un peu à notre place et imagine la quantité d'informations que nous on a entre ce que tu nous donnes, ce qu'on voit, ce qu'on connaît. Ce qu'on apprend. Et là, bam, il faut tout mettre ensemble et faire le meilleur match-up possible pour te faire avancer sur tes objectifs. Et ouais, en vrai, c'est un beau bordel. Moi, je trouve que c'est un casse-tête parce que quand tu penses avoir trouvé le meilleur match-up, tu dis pourquoi j'ai pas mis ça au final. Ouais. Mais en vrai là, ça peut passer pour les mecs qui se victimisent et ouais, c'est trop chiant de coacher. En fait, pas du tout parce que quelque part, c'est ça qui est excitant. Ah oui. C'est ça qui est excitant, c'est de tester, de se dire ah putain, ça marche pas, il faut que je fasse quelque chose de mieux, bam, il faut que je trouve un meilleur compromis. Et c'est ça qui est hyper stimulant en fait. Et moi, je sais pas, tu as autre chose à rajouter là-dessus? Bah, j'ai rien d'autre à rajouter là-dessus. Moi, j'aimerais juste qu'on débatte sur un peu la partie théorie et pratique parce qu'on parle de l'expérience. Mais quand on parle d'expérience, on va dire c'est un peu la pratique quand même. Mais moi, je trouve que la théorie, c'est quand même une grosse expérience aussi. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens, la théorie guide ton expérience, guide ta pratique? Elle fait partie de ton expérience. Bah, vas-y, explicite. Je sais pas comment l'expliciter, mais pour moi, expérience, ça rime un peu avec la pratique, tu vois. On va dire que, dans le monde actuel, si le gars, il a fait toute la pratique, mais il n'a pas de théorie, mais qu'il a des gros pecs, les abdos dessinés et tout, on va se dire, il a une expérience de fou. Mais peut-être que si il va chercher et apprendre par la théorie, eh ben, il aura encore plus d'expérience. Pas forcément au niveau pratique, mais au niveau général. Est-ce que c'est compréhensible? Ouais, c'est pas je pense que le terme adapté, c'est plus expertise. Voilà, expertise, mais ça fait partie de l'expérience. C'est pas, ouais. Bah, en fait, ton expertise est une expérience aussi. En fait, c'est ce qu'on dit, c'est que pratique et théorie vont s'auto-alimenter. Et après, bah, le rôle d'un coach, c'est de faire le meilleur mix possible pour que tout concorde et t'amène là où tu veux aller. Limite, il faudrait faire un podcast sur l'équilibre théorie-pratique. En vrai. Mais là, c'est ultra philosophique. C'est super philosophique. Et c'est vrai que pour ça serait intéressant d'avoir quelqu'un qui a un gros bagage. En fait, il faudrait confronter quelqu'un qui a un gros bagage théorique et quelqu'un qui a un gros bagage de terrain. Et bam, et on les laisse s'affronter. Et nous, on est là comme ça. C'est un battle. Ouais, un point pour le théoricien. Donc, par contre, dites-nous en commentaire sur Spotify ou sur les autres plateformes et même sur Insta en message privé ou dans la vraie vie. Dites-nous si ça vous intéresserait un podcast comme ça avec un gros théoricien et un gros praticien. Et puis si vous avez des suggestions de personnes qu'on peut contacter et se faire rencontrer, encore mieux. Ah, ce serait grave drôle. Voilà. Bah, au moins, on a peut-être un podcast. Un gros battle. Ok. Donc l'entraînement est une expérience. Moi, j'aimerais qu'on se mette à la place de l'athlète. On va se mettre là, on a bien parlé un peu de nous en tant que coach, comment on programme, qu'est-ce qui est une expérience pour nous et qu'est-ce qui est notre expérience. Mais aussi à la place de l'athlète, parce que si toi, tu suis une programmation ou un coaching personnalisé, dans tous les cas, tu auras une expérience. Et je pense que ton expérience, ça sera ton investissement. Si tu n'es pas investi, ton expérience, elle sera
beaucoup moins. En fait, elle sera à hauteur de ton investissement. Ouais, voilà. C'est ça que tu veux dire? Ouais, bah c'est ton expérience et ton investissement, quoi. Ouais, c'est clair. Donc comment ils peuvent s'investir dans leur entraînement? Ouais, c'est dur ça. Bah Comment- non, en vrai, pour moi, c'est. Pour moi, On en a déjà beaucoup parlé, mais on se répète, mais aussi il faut faire les choses simplement et il faut faire les bases correctement. Donc, ouais, il faut mettre toutes les chances de ton côté. Donc ça veut dire que il y a ce que tu vas faire dans ton entraînement, mais Mhm. aussi tout ce que tu vas faire autour. Mhm. Il y a les, comment tu dis toi déjà? Il y a les 23 autres, les 23 autres heures. Ouais, voilà, Ouais. de ta journée hors entraînement, qui comptent autant, peut-être même plus, Ouais, peut-être même carrément. plus que l'entraînement. Mais du coup, voilà, comment t'investir? Bah, déjà, fais ce qu'il faut sur ces 23 Bah, en autres fait, heures. bah, là, pour rester sur les 23 autres heures, j'ai écouté un podcast, je sais pas de qui vient cette phrase, mais si t'es pas athlète de haut niveau, je pense que l'entraînement, ça doit être la priorité de tes choses secondaires. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que prends soin de ta santé, mange bien, dors bien, bois bien, aie des bonnes relations sociales. Enfin, mets toutes les chances de ton côté et ensuite l'entraînement, c'est une des priorités dans tes choses secondaires. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est là où on se rend compte, si on prend du coup les 23 autres heures dont tu as parlé, ton entraînement c'est 1 heure, allez, si tu t'entraînes beaucoup, on va dire 3 heures dans ta journée, et les 21 autres heures, elles sont peut-être plus importantes que ces 3 heures d'entraînement. En tout cas, c'est celles qui vont vraiment potentialiser, maximiser tes chances, Optimiser. tes chances de résultats. Parce que, encore une fois, on le dit, mais il n'y a aucune certitude que tu vas avoir des résultats ou que tu vas avoir les résultats à la hauteur de ce que tu espérais ou que tu vas avoir les résultats que tu voulais avoir. Parce que des fois, même pas de résultat, c'est un résultat. Hein. Ça, il faut le dire. On apprend des défaites aussi. Hein. Il faut des le erreurs. dire. Donc ouais, voilà. Donc là, on vous a parlé un peu de ce que tu peux mettre en place autour de ton entraînement. Et moi, j'aimerais bien parler de ce que tu peux mettre en place dans ton entraînement. Donc, c'est-à-dire, quand je dis être investi, moi, ça commence juste par, c'est une chose toute bête, mais quand j'ai des personnes que j'ai 2, 3, 4 fois en coaching et que je dis on va faire du back squat et que le gars, il y a des numéros sur le rack et qu'il n'est pas capable de retenir ce numéro pour mettre le rack à la bonne hauteur, je suis désolé, mais t'es pas investi. Ouais, T'es pas investi. ouais, quand à chaque fois on te demande à quelle hauteur je dois mettre la barre. Voilà. Bah là, c'est la 4e fois de la semaine que tu me le demandes en fait. Ouais, mais même si on se voit qu'une fois par semaine, je veux dire, à un moment, fais un effort. Tu sais où ta barre, elle doit être placée, donc tu réfléchis un peu. Voilà, donc essayez de vous investir. Après je peux aussi comprendre que pour certaines personnes, c'est un exutoire, tu vois. C'est un exutoire. Ils veulent enlever la charge mentale. Mais j'ai aussi, enfin là, tu vois, je me fais un peu l'avocat du diable, comme on dit. Mais d'un autre côté, bah, je me dis, ouais, mais si tu viens là aussi, c'est que dans tous les cas, tu as des attentes de résultats. Tu as des attentes même si tu viens sans avoir des objectifs physiques, que c'est juste un exutoire, un endroit pour te défouler, ben, quelque part, c'est une attente de résultat. Je viens là pour me défouler. Si je ne me défoule pas, ça ne marche pas. Et tu sais, j'aime beaucoup quand Saverio il dit maîtriser pour s'amuser. Tu vois, et que c'est beau, c'est bien dit. Et qui met en avant cette philosophie du bien bouger, de bouger correctement, d'avoir une technique propre. Bah ouais, pour maîtriser les choses. Et à quoi ça sert de maîtriser les choses? Bah ça sert à être plus performant. Mais si toi c'est juste un exutoire, et ben ça va te servir à mieux t'amuser, à mieux te défouler en fait. À mieux vivre, tout simplement. Et puis quelque part, cette exigence technique te fait aussi En fait, c'est aussi un travail d'introspection parce que tu es obligé d'être centré sur toi-même. Et aujourd'hui, on est quand même dans un monde où tu es tellement attentif à tout ce qui se passe autour de toi, malgré toi, que on ne sait plus faire ce taf de se regarder soi-même. Et c'est là où je trouve que l'entraînement est une expérience hyper intéressante. Au-delà de devenir un athlète, tu vois. Ouais, mais tu vois ce que je voulais dire sur le gars, il te demande le chiffre à laquelle il doit mettre sa barre. Ouais. C'est juste que là, tu dis maîtriser pour s'amuser, mais si le gars, il n'est pas capable de retenir le chiffre à laquelle il doit mettre sa barre, comment veux-tu qu'il retienne le mouvement du snatch? Tu vois ce que je veux dire? C'est que peut-être que... C'est les prérequis dont on parlait. Non, mais en fait, c'est ça. C'est un prérequis. C'est juste, pour moi,
Si tu viens et qu'à chaque fois que tu viens t'entraîner avec moi, tu me poses des questions, tu te souviens de où faut mettre ta barre, tu te rappelles de ce que je t'ai appris la semaine dernière, et au fur et à mesure, on va aller de plus en plus loin. Et là, tu vas avoir tes résultats, et là, tu vas pouvoir maîtriser, et là, tu vas pouvoir t'amuser. Ok? Mais si juste la base de se mettre en place sa barre sur le rack n'est pas maîtrisée, tu vois, dans ma tête, pour moi, c'est à quel moment, pourquoi s'il ne connaît pas son chiffre pour mettre la barre sur le rack, pourquoi il connaîtrait l'inspiration-expiration, pourquoi il comprendrait de la pression intra-abdominale, enfin voilà, tu vois. Ouais, je comprends, c'est une question de prérequis. Voilà, en fait. c'est une étape. Ça. C'est une étape. Moi, je trouve un bon moyen de voir si tu es investi ou un bon moyen pour toi de nous montrer que tu es investi, c'est de répéter les consignes clés. Je donne un exemple. Moi, j'accompagne quelqu'un en ligne et qui, en gros, il m'envoie une vidéo, le mouvement, je vois que ça ne va pas. Du coup, je lui fais un retour. Et c'est même pas moi qui lui ai donné l'initiative, c'est lui qui l'a fait. Et en fait, je me suis dit, ok, ce mec est trop fort, c'est un génie. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est que je lui ai dit, ok, là, tu dois avoir ton avant-bras bien vertical. Bam, quand tu pousses, tu as le bras bien au-dessus de la tête. Quand tu t'installes, tu fais ça, ça. Et du coup, dans la vidéo de lui qui fait l'exercice, vu que c'est du coaching en ligne, il me dit, ok, je l'entends parler et il dit, ok, donc là, avant-bras vertical, bam, je suis bien placé, Voilà. je pousse au-dessus de ma tête. Et du coup, là, c'est une preuve d'investissement de ouf parce que, il répète les consignes. Et en plus de ça, donc moi, ça montre qu'il s'investit et lui, ça le force à bien exécuter ce que je lui ai donné. Et ça lui fait sa propre expérience. Donc là, on est sur une bonne preuve d'investissement, je trouve. Bah ouais. Il y a autre chose. Souvent, pas plus tard qu'hier quand je coachais, quelqu'un qui me dit je peux mettre combien sur ma barre? Voilà, j'allais en venir à là aussi. J'allais dire la même chose. On l'a tout le temps. Ok, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on travaille. Enfin, je ne veux pas parler à ta place, mais en tout cas, je pense qu'on travaille très peu avec des pourcentages de charge, ou alors on travaille avec des pourcentages subjectifs, comme j'ai fait tout à l'heure quand j'ai parlé de la traction. J'ai dit, ouais, je pense que 52 kg, c'est à peu près mon 90%. Moi, personnellement, passé une époque, je travaillais qu'au pourcentage de 1RM. Que à ça. Donc qu'avec des pourcentages objectifs. Dites-vous que je connaissais même pas le RPE. Ouais, voilà. Souvent c'est ça. Mais donc voilà, moi j'ai fait une estimation subjective de mon 90%. Je pense que c'est assez juste en vrai, parce que j'ai l'expérience qui me permet de dire que c'est assez objectif. Et quelque part, si c'est pas vrai à 5% près, je n'ai rien à faire. En vrai, ça ne change pas grand-chose dans les faits. Mais bref, cette personne-là me dit je peux mettre combien? Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Mais... J'ai aucune idée de ce qu'elle ressent quand elle vient tirer la barre, parce que c'est un mouvement de tirage. Donc je lui dis, teste. Je lui dis, teste. Tu sais que tu dois faire tant de reps. En plus de ça, on donne des consignes de RPE. Tu dois faire tant de reps, avoir un RPE 8. Avec telle difficulté, en gros. RPE, je pense que vous avez commencé à comprendre ce que c'était. Voilà, en gros, difficulté 8 sur 10. Donc, fais 2-3 reps avec ta barre et puis essaye d'extrapoler ce résultat de 2-3 reps au nombre de reps donnés, donc par exemple à 10 reps, et tu te dis, ok, essaie de te projeter un peu et donc de t'investir en mode, ok, sur 3 reps je me sens comme ça, je pense que sur 8 reps ça va être trop, ou sur 8 reps, je ne serai pas du tout un RPE 8, je serai un RPE peut-être 5-6, ok, tu vas plus lourd, ou même tu tentes une série. Voilà, tu tentes une série. Et puis, pour éviter de trop poser cette question de tester une charge par rapport à un nombre de répétitions avec une certaine difficulté, prends note de tes entraînements. Et la prochaine fois, tu sors ton carnet. La semaine dernière, j'ai fait 10 reps à telle difficulté avec telle charge sur tel mouvement. Et alors, si on me demande de faire 8 reps avec la même difficulté, théoriquement, si j'ai la même forme du jour, je devrais être capable de mettre plus lourd. Mais ça se trouve, je serais plus en forme. Donc en fait, le 40 kg qui est un RPE 8, en fait aujourd'hui, je peux faire 50 et avoir le même RPE. Ou alors l'inverse. Je suis moins en forme, donc mon RPE 8, il est à 35 kg et il n'est pas à 40. Et ça ne veut pas forcément dire que tu es moins performant. Ça ne veut pas dire que tu as perdu en une semaine. Ça veut juste dire qu'il y a tout ce qu'il y a autour. Les 23 autres heures. Voilà. Non, mais vraiment. C'est parce qu'il y a toutes les 23 autres heures qui influencent 7 heures d'entraînement. Ouais, totalement. Le meilleur exemple, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, j'ai fait, là il y a un camion, j'espère qu'on nous entend, mais j'ai fait
un back squat, j'ai fait une fois 3 reps, une fois 2 reps, une fois une rep. La dernière rep, je l'ai fait à 100 kg, c'était la rep la plus lente de ma vie. La semaine d'avant, je faisais 2 reps à 105. Voilà, Voilà. Enfin, bel exemple. c'est juste, j'ai pris ma barre, je me suis échauffé, je me suis dit, ok, la barre de 20 et 40 kg, aujourd'hui, elle paraît lourde. Sûrement, j'irai pas aussi haut. C'est pas grave, j'ai fait avec ma forme du jour et avec le RPE et la difficulté qui était demandée. Donc, Ouais. test, note et reprends tes notes pour apprendre de ce que tu as fait. Et là où l'entraînement est une expérience, je pense que principalement en hypertrophie, mais aussi en force maximale, ça peut être un bon repère, c'est l'échec. Je pense que la meilleure façon d'apprendre, la meilleure expérience pour se connaître, c'est l'échec musculaire. Enfin, l'échec musculaire et nerveux de l'exercice en question. Ouais, Dans un sens, on te demande de faire 5 répétitions à un RPE 8. Comment veux-tu savoir si tu as une difficulté de 8 sur 10 si tu n'as jamais connu le 10 sur 10 Ouais, c'est ça. Tu vois? Il y a ça, et il y a aussi ce qui est un 10 sur 10 ne sera pas toujours un 10 sur 10. Ne sera pas toujours. Bah, tu peux progresser ou ne pas être en forme. Ouais, c'est que. Mais même pas ça. Peut-être que ton expérience fait que tu n'as jamais vécu un vrai 10 sur 10. Ok. Ouais. Et peut-être qu'un jour, tu vas faire un effort et tu vas te dire non, mais là, en fait, c'est même un 12 sur 10 tellement c'était difficile, c'était intense. Donc, du coup, ça te fait reculer un peu tout ton spectre. Alors, bien sûr, il faut que ce soit quand même des efforts comparables parce que si tu compares un sprint avec un biceps curl à l'échec, là, je ne suis pas sûr que tu puisses faire reculer ton RPE. J'espère que vous voyez ce qu'on veut dire par reculer le RPE. Mais voilà, c'est qu'un jour, tu vas peut-être vivre aussi un effort qui est plus dur que ce que tu pensais être le plus dur. Être un 10 sur 10. Bah, c'est comme les blessures en fait. La blessure la plus compliquée que tu aies vécue à ce jour, bah, ça te paraît la plus compliquée. Ouais. Mais ça se trouve que dans 1 an, tu vas trouver une blessure qui est 10 fois plus compliquée. Par exemple, le ligament croisé, moi, c'était ma Voilà. hantise. Je me disais, c'est la pire blessure que je peux me faire. Ok. Et Tu te l'es fait. voilà. Et je le l'ai eu. coude est après. Et pour y être passé, c'était long, mais c'était pas si pire. Ok. Et est-ce que le coude c'était pire? Est-ce que le coude, c'était pire? Ouais. Est-ce que le coude Non. c'était pire que le ligament? Non. 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 Bah voilà. En termes d'investissement, c'était la même chose, mais sur la durée, ça a été beaucoup Mais en plus termes de rapide. douleur. Non, je pense moins quand même. Bah voilà, bah vous voyez, en fait là, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment une réelle discussion, mais c'est juste qu'il s'investit dans son truc en fait. Il essaye de se projeter et de se dire, ok, est-ce que j'avais plus mal, moins mal, Non, j'avais moins mal. qu'est-ce qui est réellement ma plus grosse douleur, enfin C'était voilà. moins handicapant. En tout cas, d'après mon expérience, c'est plus handicapant d'avoir le membre inférieur blessé que Ouais, le ok, membre bah voilà. supérieur. Voilà, par exemple. Ah ouais, c'est Donc clair. bon, tester, noter. Là, on parle beaucoup de musculation, mais pour toutes les personnes qui nous écoutent, si vous pratiquez les sports d'endurance, Mais tout. tout en Du fait, handball, du judo, Tout ce que vous faites. foot, ce que tu veux. C'est pareil. enfin bon, testez et rappelez-vous, essayez de vous rappeler. Le meilleur moyen, c'est d'avoir un carnet, une application, une note où tu notes tout. Et il y Et a puis s'il faut, tu remontes, tu passes du temps dans ton entraînement pour voir où tu en étais. il y a un truc aussi que tu peux faire et que j'ai entendu il y a pas longtemps dans un podcast, un podcast de Limitless Project avec M. Tonkiné. Ok. Où en gros, il parle de la douleur. Et tu sais, la douleur, c'est biopsychosocial. Oui. On l'a vite fait évoquer C'est là. ce qu'on a dit, c'est multifactoriel. Et donc en gros, ça veut dire que la douleur, elle est liée à une multitude de facteurs biologiques, une multitude de facteurs psychologiques et une multitude de facteurs sociaux. Ok. Et en fait, c'est pas que la douleur. Tu peux l'extrapoler en fait à la perf. C'est ce qu'on disait, c'est qu'aujourd'hui, ton RPE 8, il est à 40, mais ça se trouve, la semaine pro, il est à 35 ou alors il est à 50 kg. Ouais. Et bien en fait, tu peux faire un peu la même chose et sur ton carnet d'entraînement, sur ton carnet d'entraînement, tu vas noter bio, psycho, social. Ouais. Ok. Et tu vas noter qu'est-ce qui a changé au niveau biologique, qu'est-ce qui a changé au niveau psycho, qu'est-ce qui a changé au niveau social. Exemple, Nathan, tu fais une série de 5 reps en front squat À 100 kg. 100 kg. Ok. Voilà, on est un jour J, 100 kg. Tu notes dans le biologique. T'as bien mangé, t'as bien dormi? Au niveau biologique, genre tout est vert. Ok. J'ai bien Ok, mangé, j'ai bien parfait. dormi, j'ai pas de douleur. Allez, parfait. Au Social. Au niveau social, je me suis pris la tête avec Gianni. Il est trop triste, il me parle plus. Du coup, ça m'embête un peu pour le travail qu'on fait ensemble. Au niveau psycho, forcément, ça me stresse et ça me tend un peu. Voilà. Semaine suivante, On fait au niveau biologique,
on fait la même séance. Tu fais 5 reps en front squat, À mais 110. cette fois à 110. À, Mec, t'as fait plus 10. Non, c'est pas possible. à 110. Et tu notes dans le bio, tu notes tout est ok. Tout est OK. Dans le social et le psycho, Bah, j'ai discuté avec Gianni, ça va mieux. et voilà, Et donc, bah, plus 10. je vais mieux quelque part. Et, Est-ce que vous pensez vraiment que c'est son entraînement qui a augmenté ses performances en une semaine? Bah, Oui, un petit peu. à Mais 1%. voilà, exactement. Mais le biopsychosocial a eu un gros impact là-dessus. Non. Donc ce que tu as dit sur le biopsychosocial de la blessure, c'est très 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 bien, une très très bonne remarque. Tu peux de l'extrapoler Tu peux l'extrapoler à ta l'entraînement, performance, ouais. à tout en fait. À tout. Tu peux à l'extrapoler à tout. Et donc ça marche super bien. Et tu te poses la question, ok, qu'est-ce qui a changé au niveau biologique? Qu'est-ce qui a changé au niveau psychologique? Qu'est-ce qui a changé au niveau social? Et puis, surtout qu'il y a quand même certains facteurs qui changent pas beaucoup, tu vois. Non. Je veux dire, au niveau social, ça change pas beaucoup, sauf si tu as l'habitude d'avoir des relations Oui. conflictuelles, sauf si... Donc il y a quand même certains paramètres qui changent pas. Et puis, il y a certains paramètres aussi que tu ne contrôles pas et d'autres que tu contrôles. Et typiquement, les biologiques, bah, tout ce que tu contrôles, ça va être ton alimentation, tout ce qui est lié à l'hygiène de vie. Quoi. Ouais, Je vais pas revenir dessus. C'est essayer de réguler un maximum ces paramètres. Et c'est ça que ça veut dire, mettre les chances de son côté pour qu'au final, tu puisses maximiser tes chances de résultat et en fait avoir la meilleure expérience possible. Non, je pense qu'on a bien balayé le truc. En tout cas, moi, je pense que L'entraînement est une belle expérience. j'ai pas. En tout cas, voilà, si t'en es pas convaincu, c'est ça. L'entraînement est une belle expérience et laisse-toi le temps. Laisse-toi le temps de totalement. vivre cette expérience. Laisse le temps à la personne qui t'accompagne de faire cette expérience. Mais si au bout d'un an, tu n'as pas progressé, là, pose-toi des questions, soit sur toi, soit sur la personne qui t'accompagne. L'entraînement est une belle expérience. C'est plus l'entraînement est une expérience, c'est l'entraînement est une belle expérience. Voilà, ce sera le titre du podcast. Moi, perso, ça a changé ma vie. L'entraînement? Ouais, bah, c'est pour ça qu'on est là. Bah oui, c'est pour ça qu'on est là. Et c'est ce qui rythme notre vie aussi. Hein. Ouais, bah ouais. C'est ce qui rythme notre vie. Moi, j'adore m'entraîner et je pense que si j'aimais pas autant m'entraîner, j'aimerais pas autant aider les gens. Bah, c'est. De toute façon, moi j'ai beaucoup de retours là-dessus. C'est. Enfin, sur le podcast et dans la vie, c'est que quand les gens ils me voient des fois m'entraîner, ils me disent ah ouais, mais ça, tu nous en parles en cours. Mais oui, mais parce que c'est mon expérience. En Ouais. fait, je vous transmets ce que j'ai fait. C'est un peu con, hein, la phrase je vous transmets toutes les erreurs que j'ai fait pour pas que vous les pour pas que vous les faites. Mais c'est la vérité en vrai. Non, c'est pas ça, c'est pas français. Très bien. Pour pas que vous les fassiez. Non, c'est pas ça. Allez, le français, Gianni, Mais c'est pas grave. mec, mais c'est une Mais honte. en tout cas, ce qui est bien aussi, Le c'est que français est une expérience. le français est une expérience. En tout cas, ce qui est bien, c'est que ça montre aussi que tu fais ce que tu dis. Et Ouais, t'expérimentes. totalement. Voilà. Ça, c'est important. Bon, j'espère que ce podcast il vous aura plu. C'était un petit peu plus philosophique, un peu plus sur notre vision de Des choses. l'entraînement Mm. et de l'expérience. Peut-être c'est plus court que d'habitude, non? Ça doit être plus court que d'habitude, j'en sais rien. Ça doit faire une petite trentaine de minutes. Non, je pense que ça fait plus quand même. Ah non, c'est pas plus court que d'habitude. C'est juste que c'était passionnant. Ok. Ça fait bien 40 minutes. Comme d'hab, vous savez, commentaires, retrouver. likes, questions, tout ça, les réseaux. Voilà, je vous aime. Bisous, prenez soin de vous. C'était le processus talk. À bientôt avec des invités. Voilà, c'est dit! Ciao!